Salut l'équipe. Martin Luther King et les Sacramento Kings avaient en commun d'avoir un rêve. Si malheureusement celui du pasteur n'aura jamais lieu, celui des fans de Sacramento pourrait bien se réaliser. Après un début de saison aussi hasardeux que la défense du Costa Rica en Coupe du Monde, les Sacramento Kings sont aujourd'hui la meilleure équipe NBA de Californie. Et de loin. Et certains commencent même à parler de play-off. Le maraboutage aurait-il pris fin? Paul Pogba était-il en secret un ami de la franchise? Tant de questions qui restent sans réponse. Mais on s'en fout au final, car les réponses, on les trouve sur le terrain. Un style de jeu ultra offensif, up-tempo, qui nous régale. L'esprit 2002 des Chris Webber, Mike Bibby, Vlade Divac, Peja Stojakovic est enfin de retour, et il était temps. En cette période quasi de Noël, la curse, non pas au jouet, mais à la loose, semble enfin terminée. Alors oui, les mauvaises langues nous diront que se mettre à gagner l'année de draft de Victor Wembanyama, c'est un comble. Je dirais faux, vous avez tort. Car on connaît nos Kings et ils auraient certainement fait l'impasse sur notre Français. Et oui, on ne change pas complètement les rayures du zèbre. 16 ans sans play-off, c'est comme une journée sans biture pour Renault. C'est une véritable torture. Être fan des Kings depuis 2 décennies, c'est vraiment aimer avoir mal. C'est baisser la tête quand on parle de post-season. C'est avoir regardé le Game 6 de 2002 face aux Lakers 1357 fois. C'est même croire que le futur de ta franchise, ça peut être Harry Giles et Scott Labissière. Non, vraiment, sans déconner, ces mecs-là en ont chié pour de vrai. Heureusement, tout ça semble désormais derrière eux. En tout cas, je leur souhaite. Et comme on chante désormais en Angleterre, God Save the Kings. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Avec moi cette semaine Thomas et Arthur, comment ça va les garçons? Ça va super, belle énergie hein. L'énergie, on est jeudi mon gars. Ouais, ah bah grave. Le jeudi c'est ma journée. Ouais, je comprends. Et en plus Tutur est là. Et Tutur, je suis un peu inquiet. Dis-moi. Tutur, Malakoff a gagné ce week-end mais Tutur est blessé. Et Ah. on veut prendre des news d'Arthur, dis-nous tout. Petite déchirure du triceps, mais ça va beaucoup mieux. Donc dans 3-4 jours, je peux reprendre normal. Triceps, qui se fait une déchirure du triceps? T'es franchement, haltérophile ou quoi? Les mecs non, qui c'est s'entraînent pas. sérieusement. Ouais, j'ai l'impression. Au basket, c'était au basket en plus. Comment ça au basket? Au basket, je sais pas, à un moment je fais un move, hop, je sens un truc bizarre. Et je sais pas ce qui se passe, je vois que je peux pas, je suis parti faire l'écho et puis voilà quoi. Ça fait exactement la même chose à Erwan dans le train tout à l'heure. Ok, en se penchant, Erwan. Le coup du poignard. En écrivant mon nom. Ah oui. Tu reviens la semaine prochaine? Ouais, bien sûr. Tu joues ce week-end? Ce week-end, il n'y a pas match. Putain, le président, il n'y a pas match ce week-end. Aïe. Mais si, il y avait un match, il y a un match amical qui n'est pas officiel. Non, ouais, la semaine prochaine, je serai là. Très bien, on fera une news, hein, évidemment, dans le First des Shows pour parler du retour de Tutur pendant que la Rookies, ce petit chien, est plutôt pas mal en canne, hein, malgré son âge avancé. On te voit, la Rookies. Rappel, ce soir, on est jeudi, vous le savez, le jeudi, c'est le First des Shows, mais c'est aussi le NBA React sur Brut. Vous téléchargez l'appli de 22h à 23h. On reviendra avec Thomas sur le débat de l'émission. Vous allez voir de quoi il s'agit. Mais voilà, on sera ensemble de 22h à 23h sur Brut pour parler donc du débat autour de Anthony Davis, évidemment, mais on va voir ça dans le sommaire. Balance la smoule, Caravino. On va donc revenir sur le sommaire de l'émission avec d'abord les news. On va parler de plein de choses. Une énorme annonce. Bougez pas, ça arrive tout de suite. Middleton de retour, mais en G-League. Ben Simmons, Rudy Gobert, qui ont des fortunes un petit peu diverses et des déclarations diverses aussi. Le débat donc autour d'Anthony Davis et des Lakers. Les Lakers peuvent-ils viser le top 6 avec évidemment Anthony Davis dans cet état de forme. Anthony Davis, the new hope, comme dirait George Lucas. La palette, on reviendra sur A.J. Griffin. Vous vous souvenez d'A.J. Griffin? Qui a mis le petit buzzer beater avec les Hawks pour battre les Raptors. On reviendra sur cette dernière action, sur cette dernière séquence. Offensivement, bien maîtrisée. Défensivement, beaucoup moins. On a analysé les bonnes et les mauvaises choses de cette action. Et on finira par le quiz de Tom Charavino. Arthur, j'espère qu'il y aura des facs parce que c'est à la ramasse. Ah là, ça fait 2 fois, je me fais laver, donc écoute, on verra. Hein, on Allez, verra. je sais que t'es pressé, on envoie les news tout de suite. On pourrait mettre une musique de péplum tant on est fiers de ce qu'on va vous annoncer. Mais je te donne la main, Thomas. Ah, je suis content de pouvoir l'annoncer. Ouais, j'ai envie que ça soit toi. C'est peut-être le plus gros projet qu'on ait jamais fait. Alors c'est vrai que les effets d'annonce comme ça vaut pas grand-chose d'habitude. Là pour le coup, on est très fiers d'annoncer. On sera en live sur Énergie de... Vendredi prochain, et pour la première fois dans l'histoire du basket français, une rencontre de la première division du championnat de France sera diffusée
sur Twitch et sur la chaîne First Team 101. Les Metropolitans 92 de Victor Wembanyama et de Vincent Collet affronteront Fos-sur-Mer en direct, commenté par Erwan et moi. Nous serons évidemment à Marcel Cerdan, avec vous dans les tribunes bien sûr, avec toute l'équipe autour pour produire le match et donc gratuitement disponible sur Twitch et sur LNB TV. On est ravis de pouvoir l'annoncer, ça fait des semaines qu'on bosse sur ce gros projet. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas le dernier, puisque normalement, le 23 décembre, on sera de retour pour un nouveau match des Mets 92. L'idée, ce sera de diffuser, pourquoi pas, une dizaine de matchs de cette équipe en championnat. Donc voilà, c'est énorme pour nous. On espère surtout que vous nous donnerez de la force et que vous suivrez les matchs de Victor et de ses coéquipiers, bien sûr. Évidemment, les Mets 92 qui sont une équipe très cool à suivre cette saison. On aura Fos qui joue pour le maintien et on aura Cholet, le 23 Cholet, qui est co-leader en ce moment avec les Mets. Donc ça sera aussi une énorme affiche. Tu étais au courant? T'avais pas dit? Non, je n'étais pas au courant, c'est lourd. Bravo à vous. Top de chez top. Et puis, il y a un gars contre qui on a joué à l'époque tous ensemble, Là-haut, Konaté, qui est à Levallois. Donc, cool. Toujours très agréable. On est ravis en tout cas, on compte sur vous vendredi 2. Donc vendredi 2, le match est à 20h30. 20h30, on compte sur vous, que vous soyez dans la salle ou sur Twitch. On compte sur vous pour nous donner un maximum de force. Je ne vous cache pas qu'on a un peu la pression, mais c'est la bonne pression. Allez, on retourne à la NBA. Cette fois-ci, les Bucks qui perdent, qui enchaînent des défaites. 3e défaite en 5 matchs. Cette fois-ci, ça a été contre les Bulls, Thomas. Et les Bucks se sont inclinés 113-118. Yannis a été énorme, mais en ce moment, ils en lâchent un petit peu. Il n'y a pas si longtemps que ça. On se disait que les Bucks étaient la seule équipe invaincue de NBA. Voilà, ils en sont déjà à 5. Oui, absolument. Alors, il n'y a pas le feu au lac, hein, bien sûr. Ils sont 2e de la conférence Est. Les concepts de l'équipe restent en place. Meilleure défense de NBA, meilleure équipe au rebond, 4e au contre. C'est une équipe grande, c'est une équipe costaud, c'est une équipe féroce. Mais il manque un petit peu de lien en attaque. C'est la 22e attaque 23e attaque de NBA au rating. Il manque un homme pour fluidifier tout ça. Bon, ça tombe bien, il arrive bientôt, mon cher Tutu. Ouais, écoutez, j'avais dans la radio libre, j'avais dit qu'ils allaient être à plus de 60 victoires. Là déjà, ils commencent à prendre un petit peu de retard. Je pense que il faut absolument pas paniquer. C'est le genre d'équipe qui connaît la chanson, qui connaît la musique. Il devrait pas avoir de problème pour être tout en haut de la conférence Est. Moi, je les vois toujours terminer premier. Après, il peut y avoir un relâchement. On n'est pas obligé de leur en vouloir. Je pense qu'il y a quelques défaites qui font un petit peu tâche, notamment face aux voisins des Bulls. C'est des matchs qui sont toujours cool à gagner pour derby, eux. C'est clairement un derby, ça. C'est vraiment un derby. C'est un vrai derby, et où historiquement Milwaukee souffre de la comparaison. Donc voilà, je suis pas tellement inquiet. Après, tu parlais du retour de Middleton. On voit que Milwaukee ne semble pas complètement inquiet parce qu'ils vont faire effectivement revenir en G-League avant de le faire revenir direct. Donc voilà, c'est du contrôle, juste peut-être une petite alerte et faire attention. Ouais, le retour quand même de Middleton, on sait que c'est co-complet que cette équipe-là pourra viser le titre. On sait combien le retour de Middleton est important pour les Bucks, mais aussi pour Giannis, à qui il enlève quand même pas mal de pression, notamment sur les fins de match, et ça laisse un peu plus d'espace au Greek Freak. Après, même sans Middleton, c'est moche, 5 défaites en 8 matchs. Là, c'est pas beau. Écoute, ça arrive. C'est une équipe qui tournait quand même. Après, tu joues contre les Bulls qui ont gagné contre Boston, qui est une équipe un peu dans l'orgueil. Voilà, la grosse info, c'est que Middleton va reprendre l'entraînement avec l'équipe de G-League. L'idée, c'est pas qu'il joue avec la G-League, bien sûr, c'est de reprendre du rythme avant de réintégrer l'équipe A, comme on dirait en France. Et voilà, que lors des premiers matchs, il sera sûrement limité en termes de minutes, mais qu'ils reprennent le rythme progressivement. Ils ont besoin d'un autre gars sur les ISO, etc. On connaît la chanson des Bucks, mais voilà, c'est important qu'ils prennent son temps. Ils n'ont pas précipité son retour, mais qu'ils reviennent aussi. Ça, c'est tout aussi important que de prendre le temps. Il y a un mec qui n'a jamais précipité son retour, c'est Ben Simmons, mais qui lui était de retour à Philadelphie. Et forcément, Ben Simmons qui revient à Philadelphie, ça fait toujours parler. Surtout que les Nets ont fait une énorme contre-performance de perdre face aux Sixers, avec notamment pas Harden, pas Embiid, pas Maxi. Catastrophique. Il n'empêche que Ben Simmons va mieux à l'image de ce match. 11 points, 7 rebonds, 11 assists, 4 sur 7 au tir. On retrouve Arthur petit à petit. Le Ben Simmons qu'on a pu connaître, il reste encore du chemin, mais c'est rassurant. Ouais, c'est rassurant. Après, je pense que les matchs qu'il avait fait précédemment, ça a dû lui donner la confiance avant de revenir à Philadelphie. Personnellement, je pensais qu'il allait trouver une disquette ou une feinte pour esquiver ce match-là. Finalement, non. Et lorsque j'ai regardé le match,
Moi, je ne l'ai pas trouvé super en confiance. C'est-à-dire que des fois, il y avait des pénétrations, il pouvait aller au tir, il faisait une petite passe en loose day à KD. Heureusement, il marquait, ça se transformait en assist. Il a eu du mal un petit peu à rentrer dans son match. On voit qu'au final, sur un temps de jeu assez conséquent, il n'y a que très peu de tirs. Donc voilà, ça va prendre du temps. C'est un joueur vraiment, je pense que mentalement, ça a été vraiment difficile. Je ne dis pas qu'il est faible mentalement, mais je pense qu'il est passé vraiment par une phase assez compliquée. Donc laissons-lui le temps. Mais en tout cas, sur les derniers matchs, c'est plutôt pas mal. On ne va pas se mentir. Il fait du Ben Simmons, il est bon en transition, il essaie de défendre dur. Donc voilà, moi, j'attends encore un petit peu, mais il est sur la bonne voie. Il retrouve des piouks près du cercle, là. C'est le grand retour de Ben Simmons à Philly, c'est ça le truc. Alors oui, il reprend son niveau, mais de voir les ex revenir chez eux, alors que ça s'est très mal terminé, c'est toujours des moments savoureux NBA. On pense à KD avec les Warriors contre le Thunder, on pense évidemment à LeBron à Cleveland, back in the days, quand il les avait froissés sales. C'est toujours des moments un peu attendus. Il a été conspué, sifflé. On a vu ce petit moment à la JoJo, après avoir marqué 2 lancers francs sous les sifflets, où il fait un peu le mec. Bon, l'essentiel, évidemment, c'était est-ce qu'ils allaient gagner le match? Pas pour Ben Simmons, visiblement, vu la perf des Nets. Mais voilà, il a plutôt assumé en tout cas son statut dans ce match. Et puis au vu des dernières performances, de le voir en double-double, 11 points, 11 passes, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une très bonne nouvelle pour les Nets qui vont devoir enchaîner donc, les victoires pour retrouver un petit peu les hauteurs de la conférence Est. Kyrie est revenu aussi, donc bon, ils vont se remettre à gagner. Ils ont tapé l'équipe des Raptors. On en a parlé lundi, ça se met en place gentiment mais sûrement autour de nouveaux coachs. Jack Vaughn, pardon. Rudy Gobert, notre Rudy national, il n'est pas content. Il n'est pas content puisque au début de saison, il est un petit peu so-so côté Minnesota Timberwolves et les fans, eux sont impatients et ont hué les Timberwolves et donc Rudy Gobert a eu ces 2 déclarations. Je n'apprécie pas les gens qui viennent dans les gradins pour huer l'équipe. Quand vous êtes un fan, vous devez soutenir votre équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. Arthur, qu'est-ce qu'on pense de cette déclaration? Moi, je suis un petit peu partagé. Moi, je ne suis pas partagé. Je pense qu'on sait qu'aux États-Unis, il y a vraiment un esprit consommateur par rapport aux performances sportives et que, effectivement, les fans de Minnesota, en voyant le casting et le roster cette année, avaient de belles attentes. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la conférence Ouest fait que c'est très difficile et Minnesota n'est pas encore au top du top. Donc, moi, ça ne m'étonne pas que les fans, je ne dis pas que c'est bien, mais ça ne m'étonne pas que les fans soient pas contents. Et puis, après, je pense aussi qu'ils souffrent de la comparaison avec les Vikings en NFL qui font une saison exceptionnelle. Et donc peut-être qu'il y a il y a un petit bisbis. Ah, on l'avait pas cette info. Non. 8e les Timberwolves, 10 victoires, 8 défaites. C'est un peu tôt, Thomas, dans la saison pour commencer à 5 victoires d'affilée surtout. 5 victoires d'affilée. Moi, je suis étonné que les supporters sifflent. Alors, on n'est pas exactement, nous, le même public quand les fans au parc sifflent Neymar après des déclarations cataclysmiques ou ce genre ou Messi pour d'autres raisons. Disons qu'on peut l'expliquer parce qu'il y a des bisbis et tout ça. Là, ça sort un peu de nulle part. C'est une équipe en devenir, c'est une équipe qui a, t'as raison, autour de laquelle il y a beaucoup d'attentes. Ils sont pas comme les Lakers, derniers de la conférence Ouest, avec des blessés, un jeu en berne et tout. Il y a une équipe qui se construit. Voilà, moi j'aurais préféré que le public pousse son équipe. Il n'y a pas raison de siffler. Et j'entends en tant que joueur, que sportif de haut niveau, etc., ça doit être très relou de se faire siffler par ses propres supporters, sauf si tu es vraiment dans une confrontation avec eux. Mais là, jusqu'à preuve du contraire, il n'y avait rien. Donc je comprends complètement la déclaration de Rudy sur ce coup. Ouais, un peu impatient et un peu chiant du coup pour le coup. Certains on imagine, supporters des Timberwolves parce qu'on imagine que c'est pas pour la totalité. Tu parlais des Lakers, Thomas, ça tombe bien, c'est le débat du jour autour d'Anthony Davis. Les Lakers peuvent-ils finir 6e? Incroyable. Anthony Davis de retour à un niveau stratosphérique. Et honnêtement, je pèse mes mots, depuis 4 matchs, l'intérieur des Lakers est tout simplement fantastique. On va le voir en statistique, plus de 35 points, plus de 18 rebonds, 2,5 comptes, des pourcentages fantastiques et à 3,92. Mais il en prend moins et ça va être un point sur lequel on va aller. Mais le pourcentage au global est fantastique. Et surtout, le bilan 3-1 pour les Lakers. Messieurs, je vais d'abord commencer par cette question assez simple. On a parlé d'Anthony Davis en début de saison. Est-ce que vous êtes surpris de revoir Anthony Davis à ce niveau-là? Sur 1 ou 2 matchs, ça ne m'aurait pas surpris de le voir avoir ces stats-là. Là, l'échantillon, il est quand même un petit peu plus grand. On a 4 matchs de suite sur lesquels il est au top du top. Donc, ouais, moi, ça me surprend un peu. Après, il n'empêche que moi, j'ai toujours plein d'interrogations. J'ai regardé attentivement le dernier match contre Phoenix. Il y a plein de choses sur lesquelles
j'ai toujours des doutes, et notamment physiquement, je trouve qu'il prend très peu de risques, moins de risques qu'habituellement défensivement, donc là c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il est au contre, mais il est beaucoup moins fléchi, il est beaucoup moins dans la latéralité, je trouve qu'il va beaucoup moins à la claquette qu'à l'époque. J'ai des images de lui sur ses premières années aux Lakers ou sur ses années aux Pelicans où lorsqu'il y avait un tir, il allait pour la claquette dunk. Il prenait un peu plus de risques aussi sur les contres. Donc voilà, moi j'ai toujours des interrogations quant à son niveau physique. Il n'empêche qu'il est sur une très bonne série actuellement. Il se reconcentre un petit peu plus sur la raquette, un petit peu moins de tirs, il s'éparpille un peu moins. Et aujourd'hui, c'est une bonne chose. Après, est-ce que ça va durer ? Je sais pas, j'ai beaucoup d'interrogations. Encore des interrogations pour Arthur. Ouais, Toi, Thomas ? la première chose déjà, les 92% c'était au lancer franc, pas à 3 points. Il n'a pas marqué un 3 points depuis plusieurs matchs. Donc petite rectification, correction. Moi je suis surpris comme Arthur. Avec ce qui s'est passé ces dernières saisons, avec son âge avançant, avec ce côté blessé tout le temps, homme de verre, qui est incapable d'enchaîner dans une saison, qui est tout le temps par terre dès qu'il y a un contact et tout ça, je pensais pas le revoir à si bon niveau physique. Au-delà même du talent qu'on connaît ou des performances, c'est vraiment d'un point de vue physique qu'il me bluffe sur ces 5 derniers matchs. Je retrouve enfin le Anthony Davis qu'on a connu chez les Pelicans, dominant des deux côtés du terrain, proche du texte, donc comme tu viens de le dire, mais surtout qui peut enchaîner les matchs et des gros temps de jeu. Là, les temps de jeu sur les dernières rencontres, donc c'est 35 minutes de moyenne. 35 minutes de moyenne avec Anthony Davis qui joue 5, c'est une très très bonne nouvelle pour cette équipe des Lakers. C'est une très bonne nouvelle aussi pour Anthony Davis. Parce qu'on peut imaginer, comme tous les joueurs tu me parlais de Ben Simmons, qui traversent des moments difficiles, des blessures, des coups de déprime, des coups de moins bien, des fans qui les insultent, qui sont sur leur dos. Lui, sa réponse a été, l'année dernière, on s'en souvient, de forcer et jouer blessé et de la jouer un peu facile. Bah là, je retrouve un mec qui a décidé d'être proche du texte et donc qui a des résultats directs. Ouais. Bon état d'esprit. Tu vois, moi je trouve qu'il s'est reconcentré sur son jeu en étant peut-être un petit peu plus proche du panier, quoique il joue pas mal de pick and roll où il pop un petit peu, mais je le trouve quand même globalement plus proche du panier, mais physiquement, je trouve pas que ça soit non plus incroyable. Là, il a réussi à enchaîner les minutes, mais dans un impact physique, offensivement il est pas devenu Dwight Howard. Il est pas devenu Dwight Howard, mais, oui, mais il est pas redevenu le Anthony Davis. Il reste des Pelicans qui, par sa dimension physique et athlétique, même s'il était maladroit, on voyait quand même que lui. Oui, mais d'accord, ok, sur la domination de son jeu. Mais en fait, enchaîner les matchs, d'être là comme ça, c'est une énorme évolution. C'est dans ce sens-là que je le retrouve à un bon niveau physique. Oui, tu as raison, il est plus fin qu'avant. À un moment, au Pelicans, à la fin, il était plus tanké, il est plus fin. En attendant, il continue de froisser les autres pivots qu'il a en face de lui. Donc, bon, la domination physique, elle me dérange pas si techniquement tu es au point et que. Voilà, parce que moi, ce qui me rassure, c'est que techniquement et au niveau du jeu, là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un énorme physique. Il y est, tu vois, et il fait les bons choix, il arrive à se placer dans les bons espaces. Voilà le Anthony Davis qu'on connaît, mais j'ai toujours cette petite réserve sur la partie physique. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, moi je suis surpris. Je suis surpris de revoir Anthony Davis aussi fort, aussi dominant dans les statistiques et même dans les matchs face à ses vis-à-vis. En termes d'impact. Sur les matchs, ouais. Je trouve que son début de saison, mine de rien, il y avait des choses, je l'ai souvent dit ici, je trouvais que sur le fait qu'il joue pivot, qu'il soit remis près du cercle, qu'il se remette en confiance sur des tirs à lui, sur une sélection bien meilleure, mais tout ça, déjà, je trouvais ça intéressant. Maintenant, il faisait du 20-12, c'était bien, mais c'est pas ça qui allait changer la vie des Lakers. Or là, avec des stats comme ça, je ne suis pas persuadé que ça va durer parce que les oppositions vont un petit peu changer, même si on a vu que face aux Suns, quand même, il aura marché dessus. Mais on ne va pas attendre non plus d'Anthony Davis du 35 et 18 jusqu'à la fin de l'année. Mais par contre, s'il se rapproche du 25 de moyenne et de plus de 10 rebonds, ça peut pour moi changer la donne. Depuis le début, je dis tout le temps qu'avec le contexte Lakers et les difficultés de bouger sur le marché des transferts, la réponse, la solution ultime, elle doit venir de ce mec-là qui doit redevenir à un niveau All-Team NBA, potentiel MVP. Voilà, et c'est ce qu'il fait. Et comme par hasard, quand il le fait, ça change un peu. Et nous-mêmes, on a envie de se poser des questions. Et aux États-Unis, ils font pareil. Et tout ça, pour moi, c'est devenu, par rapport au fait qu'il soit resitué enfin au poste de pivot, tu le disais Arthur, une sélection de tir bien meilleure. On appuie sur pick and roll parce que c'est quand même le plus dur à travailler. Son pick, roll d'abord, des paniers, pop ensuite sur des tirs ouverts à lui. Et ben après, ça devient le joueur indéfendable. À Phoenix, il fait un match monstrueux. Les 8 premières minutes, les Lakers, ils l'oublient. Ils jouent sans lui quasiment. Et dès que lui se met en route, avec 2 tirs à lui, parce qu'on recule, on le laisse, la machine est lancée, il est inarrêtable. Ça, c'est la bonne nouvelle quand même. Hein. Il se remet à mettre des tirs extérieurs.
Alors, je parle pas de tir à 3 points. Sélection, Tout à fait. tellement rien à voir. L'année dernière, quand on allait le voir, on le dira chaque fois, dribble, fade away, machin. Là, il est face au cercle, hop, il envoie. Une fois, 2 fois, il est en confiance, il n'hésite pas dans ses tirs, etc. On rappelle que l'année dernière, avec Westbrook et en début de saison, là, c'était les 2 pires shooters sur les jumpers de toute la NBA. En termes de stats, ouais, là-dessus, il ratait tout, les mecs. Là, il s'est remis à l'endroit proche du texte, mais il s'est aussi remis à l'endroit dans la tête, parce que le shoot extérieur, c'est 100% dans la tête. Bon. Donc voilà, donc ça c'est quand même la très bonne nouvelle. Individuellement, ça y est, il s'y est remis et on l'a peut-être jamais vu aussi fort depuis qu'il arrive aux Lakers. Une stat, 4 tirs à 3 points seulement sur les 4 matchs sur les stats cumulés. 4 tirs à 3 points seulement. C'est là aussi un changement d'état d'esprit. Arthur, j'ai envie d'aller avec toi sur les pick and roll. On le voit beaucoup avec Russell Westbrook et d'autres notamment, sur le pick and roll, être très efficace. Ouais, bah, il est efficace parce que de toute manière, lorsque on sait que Westbrook est une énorme menace sur le drive après le pick. Donc généralement, soit il y a le switch et Anthony Davis va se retrouver avec quelqu'un plus petit, soit si elle a prise à 2, il va pouvoir popper au relais. Donc voilà, dans tous les cas, les qualités d'Anthony Davis sont létales sur pick and roll. Après, je suis assez surpris qu'il ait pris que 4 tirs à 3 points. Je pense qu'il y a des fois où il a dû mordre parce que j'ai l'impression qu'il prend certains tirs lointains. Mais comme tu le disais, le fait qu'il puisse retrouver de la confiance sur son tir, si ça continue, bah, les défenses vont rapidement devoir s'ajuster parce que c'est un gars, si tu le laisses 5 fois tout seul, il va pouvoir t'en mettre 4 de manière très régulière. Et là, à partir de là, ça va pouvoir créer de nouveaux espaces et permettre à toute l'équipe de mieux jouer. Donc, écoute, à voir. Est-ce que du coup, maintenant qu'on est tous unanimes pour dire que voir Anthony Davis comme ça, ben déjà on est content parce que c'est quand même... nous, on a envie de voir les superstars performer. C'est bon pour les Lakers. Mais du coup... on se projette un petit peu sur la suite. Ce qui est important de dire, c'est que Anthony Davis, sur cette période-là, il joue sans LeBron James. On va voir un tableau sur les stats d'Anthony Davis, sans et avec LeBron James. Donc, évidemment, il y a moins de points. Maintenant, sur la suite, est-ce que c'est pas à Anthony Davis à prendre le leadership, et je vais déterminer ce que j'entends par leadership, c'est-à-dire que sur le scoring, que ça soit lui qui soit fort sur les débuts de match, pour quelque part délester LeBron de beaucoup de choses, pour que LeBron puisse choisir ses moments et surtout finir les matchs avec un peu plus de jus. C'est le rêve de tous, hein, ça. C'est le rêve de toute superstar qui vieillit, sur le déclin, si on peut parler de déclin pour LeBron. C'est ce que tout le monde souhaite. Est-ce que LeBron est en capacité, quand je dis capacité, c'est-à-dire le fait d'accepter d'être moins influent, je n'en ai aucune idée. En tout cas, là, il a, avec les derniers échantillons de match d'Anthony Davis, un gars sur lequel tu peux penser et réfléchir à ça. Le truc, c'est que LeBron, il est tellement encore fort quand il joue, tellement influent dans le jeu, que je ne l'imagine pas dire je suis plus le leader. Enfin, plus le leader, je comprends ce que tu veux dire. Mais LeBron, quand c'est sur le terrain, il est première option. Première option, c'est j'ai la balle, je décide de si je tire, je décide de si je fais la passe. Et bien justement, est-ce qu'il n'est pas plus au début dans la passe avec Anthony Davis, être un peu plus dans le contrôle plutôt que s'employer comme on l'a vu faire dès le début de saison ou dès les débuts de match surtout, Arthur? Non, moi je pense que LeBron qu'il connaît très bien son corps, hein, c'est pas lui qu'on va apprendre, et je pense qu'il sait qu'il a besoin d'un Anthony Davis au top pour pouvoir faire une bonne saison, arriver dans des bonnes dispositions aux playoffs, en tout cas c'est ce qui est leur objectif, pour pouvoir après dérouler justement durant ces playoffs. Donc moi je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde, de LeBron, de la franchise et d'Anthony Davis de faire une grosse saison. Après, est-ce que Anthony Davis va être capable de pouvoir une grosse saison et continuer à jouer à ce niveau-là? Moi j'y crois absolument pas, pour être très honnête, j'y crois absolument pas. Je pense que cet équilibre de fragilité physique est bien trop important. Et puis surtout, même si ça continue, même s'il fait encore 10 bons matchs comme ça, c'est très bien, les Lakers vont gagner des matchs. Le moment où il se blesse, l'équipe n'aura plus de repères parce que tout le jeu aura été polarisé autour d'Anthony Davis. Donc 16 matchs cette saison, un petit peu du mal. Un match raté seulement cette saison. Ouais, c'est une super stat, ça. De toute façon, ça, il y a les deux facteurs qui montrent qu'il est vraiment en forme, c'est le nombre de matchs joués et son nombre de rebonds. Depuis qu'il est aux Lakers, il n'a jamais pris plus de 10 rebonds. Et je me souviens que l'année dernière, tu me disais, il y a un an, que c'était pour toi, ça te posait un vrai problème, parce que c'est plus l'Anthony Davis proche du texte, on n'arrête pas de dire ça, mais c'est vraiment l'idée de l'imaginer à moins de 10 rebonds. Bon, là, ça y est, il s'y est mis. Des comptes du rebond, et donc une vraie domination dans les airs, ce qu'on n'avait pas vu jusque-là, aussi parce qu'il jouait poste 4, et que quand tu as des pivots, je pense à Javel Magui ou autre, ou Dwight Howard, des gros rebonds, ou LeBron d'ailleurs, forcément, il y a moins de rebonds à prendre. C'est les deux choses qui te font dire qu'il est vraiment très en forme. Maintenant, sur la question avec LeBron, et je pense qu'on peut aussi parler de Westbrook, moi je crois que LeBron, quand il va revenir, l'équipe, naturellement, elle va se retourner vers lui. Mais moi, en fait... Tu vois ce que je veux dire? Oui, Non, mais ce que je veux dire, c'est que LeBron,
il est comme ça, il a toujours été très fort comme ça, il va jouer tous les ballons. Quand je joue tous les ballons, ça veut pas dire qu'Anthony Davis ne va pas marquer 25 points. Mais il va jouer les ballons. Mais- Là, ce que tu voudrais, c'est qu'il ait encore plus de ballons dans la relation avec Westbrook, parce que ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que Westbrook est très bon et que leur relation à tous les deux, elle marche vraiment très fort sur pick and roll, mais pas que, ils se cherchent, ça donne des espaces à Westbrook. Westbrook est revenu à bon niveau, et comme de par hasard, Anthony Davis Et il est en profite. resté sixième homme. Ah bon, ça, c'est encore un autre truc. Mais en tout cas, Surprenant. tous les deux, leur relation marche bien. Donc, il y a aussi cet équilibre avec Westbrook quand LeBron va venir pour que l'équipe performe. Alors moi, ce que je disais par rapport à LeBron, tu vois, c'est peut-être se dire, LeBron, là, si demain, je crois qu'il est en day-to-day ou un truc comme ça, il est capable de revenir, il va se dire, ok, bah, je vais peut-être attendre 2 matchs encore, je te laisse le lead de l'équipe. Moi, c'est plutôt comme ça que je voyais le... Parce qu'il était questionable au dernier match, peut-être qu'il aurait peut-être pu jouer, et il n'a pas joué sur le match contre les Suns. En fait, moi, dans la relation, évidemment que le leader, tant que LeBron sera dans une équipe de basket, ça sera LeBron le leader. Parce que quand j'imagine et ce que j'espère pour ces Lakers-là, dans la relation entre LeBron et Anthony Davis, c'est que oui, les ballons seront toujours dans les mains de LeBron. Oui, LeBron sera toujours cette première option pour les gens. Mais je me dis que si Anthony Davis est, dès les débuts du match, agressif et que c'est lui, quelque part, qui s'occupe un peu plus du scoring, que LeBron est vraiment dans de l'organisation, je me dis que, et tu disais Arthur, s'il commence à être adroit à extérieur, que ça va laisser des espaces, je me dis que LeBron, sur des entames de match et que lui bénéficie de ces espaces-là créés par Anthony Davis. Évidemment que quand les playoffs vont arriver, que quand les matchs vont être chauds, On n'y est pas, ça. on n'y est pas encore, mais moi je pense que c'est... Je sais pas si j'arrive à être clair, mais Mais pour moi, la théorie, on est tous d'accord. Voilà. On en rêve tous. Une méga star sur le déclin, on a envie que quelqu'un le porte pour continuer à être une super équipe. Pour l'instant, ça n'a jamais été le cas, quoi. Tu vois, donc moi, je me pose vraiment la question, est-ce que LeBron en est capable ? Tu vois, est-ce qu'il en est capable de dire vas-y, bah, je te laisse faire tes trucs et puis j'en profite. Frère, c'est LeBron James, hein. mais C'est les autres qui profitent de pour LeBron. moi, le tu vois, seul- mais pour moi, ça sera toujours l'initiateur de. Oui, en attaque, ça ouais, change ouais. pas. Hein. Pour moi, ça ne change pas. Je sais pas si vous vous rappelez du début de la première saison d'Anthony Davis avec les Lakers, c'était en 2019, il me semble, voilà, 2019-2020. Les premiers matchs, je me rappelle du Lakers-Clippers ou Clippers-Lakers, le tout premier match de la saison. LeBron, il jouait que pour Anthony Davis. Ouais, c'est C'était l'obsession, c'était vas-y, je t'accueille dans la franchise. Beaucoup trop, Je te même. mets bien, c'était beaucoup trop. Donc peut-être essayer de tendre vers Sur ça. des Moi, je pick and pense qu'il roll en est forcés capable. de ouf. Ouais, c'est c'est ça, forcé. Il y a aucune forcer, fluidité entre essayer eux. de lui faire la passe Beaucoup en de dessous. pieds de post-up mal amenés et tout, sans mouvement. Ouais, t'as raison. Exactement. T'as raison, mais bon, c'était il y a tellement longtemps. C'était il y a tellement longtemps. Il y a tellement longtemps, Alors, ça. bon. Anthony Davis est en forme. LeBron pourrait revenir vendredi. Donc, il est day-to-day, mais LeBron pourrait revenir vendredi. On se dit que Anthony Davis au top. LeBron qui revient, on connaît LeBron quand il est sur un terrain. Il a malgré tout fait un bon début de saison, malgré des pourcentages un peu curieux. Bon, on a envie de se poser cette question, et c'est un petit peu aussi le but de ce débat-là, de se dire, est-ce que ces Lakers-là, avec Anthony Davis, peuvent être top 6, donc se qualifier directement pour les playoffs à l'Ouest? On en a un peu parlé dans Winamax cette semaine. Thomas nous a dit ça. On a cessé de dire combien l'importance d'Anthony Davis était primordiale. Si Anthony Davis est au niveau auquel on attend, donc c'est un niveau de All-NBA, je ne parle pas de MVP, mais au moins parmi les 3 meilleurs joueurs de son poste, il en est capable, et bien tout de suite les Lakers vont changer de dimension. C'est ce qui s'est passé sur les 3 derniers matchs. Bon, c'est des matchs, évidemment pas contre des cadors de l'NBA, mais il n'empêche que c'était comme ça que tu devais te remettre à l'endroit. Ils se sont remis à l'endroit. Top 6, c'est très très optimiste, mais déjà de se retrouver à Noël à un bilan équilibré, voire positif, ce serait une bonne nouvelle. Enfin, ce serait une très bonne chose. Ok. Clutch tous les mercredis, 18h, 19h sur la Wina TV avec Rémi Reverchon. Mais exceptionnellement, mardi prochain, vu que c'est la Coupe du Monde, ça sera à 15h, 16h sur la Wina TV avec donc Thomas et moi-même et le père Reverche. Arthur, est-ce que toi, tu crois à ces Lakers être capables d'être dans le top 6 ? Ou est-ce qu'il faut bouger des choses? C'est la question d'après. Ou est-ce que toi, tu es plus tranquille comme Thomas en disant déjà, rapprochez-vous d'un bilan équilibré? Ouais, moi je pense que leur objectif de base c'est de progresser dans le jeu, progresser collectivement pour essayer effectivement de se rapprocher vers un bilan équilibré. Après on sait que la conférence Ouest c'est la guerre, il y a un paquet d'équipes qui est prétendante au play-off et encore plus au play-in. Moi s'ils arrivaient dans les 6 premiers, ce serait clairement une surprise. Aujourd'hui, ça serait une surprise. Je pense que s'ils arrivent en play-off ou qu'ils arrivent en play-in et que tout le monde est en forme, ça peut être une des pires équipes à prendre au niveau du classement. Par contre, aujourd'hui, je ne les vois pas terminer dans le top 6. Il y a un peu trop de retard dans le jeu et même s'ils progressent, ça me paraît trop loin. Alors, ils sont à 5-13. Ouais, 5-13. Ouais, il y a 2 matchs contre les Spurs. 5-11, non?
11, ouais. 5-11. 5-11, c'est pas beaucoup mieux. Il y a 2 matchs contre les Spurs. Pas beaucoup, hein. Il y a 2 matchs contre les Spurs. Tu fais 2 victoires, tu continues dans cette dynamique positive. L'objectif du bilan équilibré, même ça, je trouve que ce serait d'être un Noël à l'équilibre, ce serait une merveilleuse nouvelle pour cette équipe. 1 mois et demi. 1 mois et demi pour être à l'équilibre. Ce serait une merveilleuse nouvelle. Le top 6, pour moi, il n'a aucun sens. Ce serait une énorme surprise. Ils le font, ça veut dire que sur 2023, ils sont exceptionnels, défense en place, LeBron en forme, Anthony Davis se blesse pas. Bon, il y a trop de si, en fait, donc on peut pas trop y croire. Donc voilà, il y a quand même des motifs d'espoir. Je parlais de la dynamique, je parlais de Westbrook tout à l'heure. Il y a des motifs d'espoir pour être, à un moment donné, une bonne équipe. Personne ne pense que ça va être une forte équipe, mais en tout cas, une bonne équipe avec toutes les forces en présence. C'est un bel objectif, déjà, de se retrouver à 50% à Noël. Hein. Clairement, après, je disais que la conférence Ouest, c'est la guerre, mais ça va aussi pour les autres équipes. Et quand tu vois que Dallas ou même plein d'autres équipes galèrent un petit peu, Utah, quand je dis galère, voilà, on s'entend. Peut-être qu'à la fin de la saison et à l'orée des playoffs, il va peut-être avoir 7 ou 8 équipes qui se tiendront à 1 ou 2 victoires. Et ça pourra peut-être être à l'avantage des Lakers. À voir. Aujourd'hui, j'en suis pas sûr. Le souci, moi, je disais du coup, c'est 5-11. Le souci, c'est qu'ils sont très en retard sur d'autres équipes qui sont amenées à être meilleures. Pas concurrence directe. Des meilleures équipes qui étaient censées l'être. Dallas, Golden State, ils sont avec des bilans équilibrés 10e et 11e. Tu vois ce que je veux dire? Donc on parle de 2 équipes qu'on imagine en finale de conférence. Les Lakers, on les imagine à peine en play-in. Et ils ont déjà du retard. C'est pas comme le Jazz, tu commences fort, tu capitalises et tout. Non, ils ont commencé catastrophique. Donc, ils sont déjà en train de courir derrière un bilan. C'est très difficile de mettre des choses en place dans ces cas-là. Tu parlais de motifs d'espoir. Donc, on a beaucoup parlé d'Anthony Davis, de son association avec LeBron James qui pourrait être de retour vendredi. Le cas Westbrook plutôt bien géré, qui est désormais 6e homme et ça a l'air de bien marcher. Est-ce qu'un autre motif d'espoir, on voit que ça commence, les rumeurs de trade. Est-ce qu'on va voir d'ailleurs le roster des Lakers, est-ce qu'aussi les Lakers peuvent en plus essayer de bouger sur ce marché des transferts? On sait que c'est très compliqué contractuellement pour eux, mais est-ce qu'aller chercher peut-être enfin des mecs qui fit un peu plus avec le trio Westbrook, LeBron James, Davis, ou peut-être encore une fois remettre Russell Westbrook au cœur des rumeurs de transfert? Ce qui est sûr, c'est que les bonnes nouvelles de la semaine, c'est le retour de 2 joueurs qui vont avoir de l'importance et qui sont censés en avoir. Dennis Schroeder, bien sûr l'Allemand, et Thomas Bryant, enfin un gars de talent avec, dans cette raquette. Parce que no offense à Damian Jones, mais c'est pas un joueur de NBA, c'est un joueur de G-League ou peut-être un meneur de jeu à Taïwan. Non, mais voilà, il y a 2 mecs qui sont importants, 2 gars, 2 signatures aussi importantes pour la profondeur de l'équipe, avec de l'expérience, avec du talent qui arrive dans cette équipe. Donc du coup, ton équipe, naturellement, avec ces 2 mecs-là, elle progresse. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il n'y a pas LeBron, il y a des mecs qui s'éclatent. Je pense à Austin Reeves, je pense à Troy Brown Jr. qui est dans le 5. Il y a des bonnes choses. Je crois qu'en l'état, même sans bouger, tu peux avoir cet objectif-là. En l'état, sans bouger, tu peux imaginer te retrouver à l'équilibre à Noël. Il manquera du shoot, quoi qu'il arrive, c'est sûr. Non, je pense que je retire rien de ce que je dis jusqu'à présent. Après, je pense que voilà, aujourd'hui, si tu as envie d'avoir un espoir de titre, Westbrook, ça me paraît trop compliqué. Personnellement, je n'y crois absolument pas. Et je sais qu'il est très dur à faire bouger de par son contrat, de par les contreparties, de par le marché. Mais moi, je suis persuadé que si on a envie d'avoir beaucoup plus de certitude, on sait aujourd'hui à peu près ce qui fonctionne pour pouvoir gagner un titre. 2 grosses superstars, des shooters, des 3&D, des intérieurs qui font la maille en défense et qui sont rim runners. Voilà, aujourd'hui, les Lakers n'y sont pas. Alors après, ils ont LeBron. On sait en playoff ce qu'il est capable de faire. Moi, j'ai pas de doute que s'il arrive en forme, il va pouvoir faire des choses assez exceptionnelles. Mais voilà, il n'y a pas les ingrédients autour. Ça fait longtemps LeBron en playoff. Quand tu as dit ça, on sait de quoi LeBron est fait en playoff. 2020, ça fait 2 ans, 2 ans et 2 mois. C'est énorme. Vous avez habitué à, tu vois, en finale tout chaque année. C'est énorme. Ah, mais c'est aussi ça que tu vois le déclin du mec. C'est pas dans les stats, c'est dans les résultats collectifs, dans les matchs manqués et tout ça, dans les blessures. C'est ça aussi le déclin pour les méga superstars. Clairement. On a pris des commentaires comme d'habitude où on vous a posé la question est-ce que les Lakers peuvent être top 6 et on va prendre comme d'habitude vos réponses sur Twitter. Alexis qui nous dit aussi monstrueux soit-il ces derniers jours, le retard accumulé avec ce début de saison cata, ça revient à ce que tu dis Thomas, sans oublier sa fragilité chronique et son irrégularité. Il a essayé une faute, me font penser qu'au mieux, il ferait play-in, surtout à l'ouest où la concurrence et les prétendants au top 6 sont nombreux. Ça rejoint les gars ce que vous avez dit. On a un autre Romain. Ils iront en play-off. Pour moi, c'est une certitude. Après l'année précédente, je les vois mal
accepter une même humiliation. Ce sont des champions, ils ont de l'orgueil, et parmi eux, on en montrait déjà Anthony Davis. Ils pourront atteindre les playoffs, mais on doit tout faire pour prendre des shooters avant la date limite, car c'est ce qui nous fait cruellement défaut cette saison. Là, on est plus pour... on y croit, mais il va falloir bouger sur le marché des transferts. Tu voulais rebondir, Arthur, là-dessus? Ouais, peut-être sur le côté humiliation. Je pense qu'effectivement, l'année dernière, c'était une humiliation. Je pense que cette année, les critères, ils sont redescendus et que voilà, tout le monde sait que les Lakers et eux-mêmes, je pense que tu vois, ils y vont doucement. Le début de saison a été catastrophique. On voit qu'ils ont célébré leur première victoire. Voilà, on se rappelle tous des images. Je pense qu'aujourd'hui, ils savent. Ils sont rentrés. Du coach aussi. Ouais, du coach. Oui, d'accord, mais même. Bref, tu vois, je pense qu'ils savent. Ça a été mal interprété, mais c'était aussi mal communiqué. Aussi, tu as raison. Mais je pense que vraiment, ils sont rentrés dans le rang. Et voilà, au niveau de... Même s'ils vont annoncer de grandes choses, je pense qu'ils savent au fond d'eux que de toute manière, c'est compliqué et que l'équipe, elle est un peu cata. T'as raison, mais au bout d'un moment, mon gars, t'as LeBron James. Ah ouais, mais on est d'accord. T'as Anthony Davis. Si tu ne fais pas play-in cette année, à minima. Ah oui, on est d'accord. Oui. Pour moi, play-in, tu sauves les meubles et limite, après un play-off, on t'en veut pas, on sera content de tous revoir LeBron. T'as vu, c'est fou ce qu'on dit là. On en est là. Ah, on est là. On Tu est fais là. pas play-in, à un moment donné, c'est dramatique pour l'image des Lakers, de LeBron, de tout le monde. Tu vois, je vais dire un truc. L'année dernière, je pense qu'ils se disaient, bon, on peut arriver, on a le sixième spot où on fait les play-in, on va s'en sortir dans tous les cas, on va pouvoir faire le taf et possiblement aller loin. Moi, j'étais persuadé. Hein. Là, je pense qu'ils en sont même pas là. Là, ils se disent, il faut absolument faire les play-in, faire le maximum et on verra ce qui se passe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ils en sont là. Hein. Ce serait bien qu'ils aient gagné un match à l'extérieur. C'est la dernière équipe NBA à pas avoir gagné à l'extérieur. On a beaucoup tiré sur les Warriors à juste titre. Gros, ils sont catastrophiques et on rappelle que sur leurs 16 premiers matchs, ils ont joué 10 matchs à domicile. Heureusement, j'ai envie de te dire. Parce que si tu inverses ça, tu peux te retrouver avec un bilan encore pire. Donc il y a ça, il y a tout ça en tête. Ça va tellement loin dans ça pourrait ne pas marcher. Tu parlais de Westbrook tout à l'heure, qui sur le marché du transfert, on ne sait pas trop ce qu'il vaut, en tout cas pas grand-chose. Il y a eu cette rumeur cette semaine où on pouvait imaginer, si en février il n'y a toujours pas de trade, un buy-out de notre ami Russell Westbrook. Hein, on rappelle, deuxième joueur le plus payé de toute la ligue. Et la rumeur, c'est que Miami l'accueillerait à bras ouverts. Donc voilà, on est déjà dans des réflexions. Ouais, on est déjà dans l'après, alors que le gars est encore en train de jouer et qu'il n'a pas été trade, ou en tout cas qu'il est une partie importante de l'équipe. 0-6 les Lakers à l'extérieur. On sait que peu importe les niveaux, une équipe qui gagne des matchs à l'extérieur, c'est un marqueur d'une équipe qui va très bien. Bon voilà, là ils n'en gagnent pas, je vous laisse faire la théorie inverse. Donc les Lakers qui doivent aller gagner quelques matchs quand même à l'extérieur pour se rapprocher en tout cas du play-in. Ils en sont loin, ils sont avant-derniers de la conférence Ouest, 5 victoires, 5-11, c'est cata. Messieurs, back-to-back, 2 fois à San Antonio. Première victoire pour les Lakers extérieurs? Oui, au moins un sur deux. Au moins sur 2? 2 sur 2. Allez, coquin comme la palette qui arrive. Et cette semaine, Thomas, il a été coquin. Alors attends, je reprends mes notes parce que je me suis paumé dans le... Voilà, donc 3-4. C'est pas grave, Polo, on fera pas de montage. Et on dit aux gens que des fois, on n'est pas prêt. On a raté les notes, Thomas, cette semaine, on retourne sur le buzzer de A.J. Griffin dans la victoire des Hawks face aux Raptors. Une victoire 124-122 après prolongation. C'était le 20 novembre dernier. Et on avait envie d'analyser en palette cette dernière action où il y a énormément de choses à dire, en défense comme en attaque. Absolument, fin de match à suspense en prolongation dans une belle rencontre de la conférence Est. Et on va faire un focus sur cette attaque qui a bien marché. Allons-y d'abord, on va regarder comme toujours l'action. On sort d'un lancer franc pour OG Anunoby, il fait 2 sur 2. La remontée de balle, Dejounte Murray pour le petit Trae Young et donc A.J. Griffin qui marque ce beau lay-up pour la gagne, évidemment célébré par tout le monde. On reprend l'action, je le disais donc, lancer franc, 2 lancers francs réussis par OG Anunoby, il reste moins de 4 secondes, 122-122, et OG justement, mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient de tirer un lancer franc et il se remet au milieu de terrain plutôt que d'aller défendre, pourquoi pas, la remise en jeu de DeAndre Hunter. Trae Young, Clint Capella et Dejounte Murray sont donc là dans leur partie de terrain. La basse, d'abord on va checker les attitudes de chacun. L'overplay sur Trae Young, oui on le voit, il est de dos. Sur la première passe, il va être éliminé, le défenseur de Trae Young, par cette passe à Dejounte Murray. Moi, ma théorie, c'est que c'était un système annoncé. Regardez la course pour Trae Young. Le triangle, comme ça, pour se défaire du marquage. Trae Young va se retrouver bien démarqué.
tous les défenseurs sont battus. Ça, c'est les défenseurs des Hawks qui sont complètement à la ramasse, hein, on va pas se mentir, au milieu de terrain. Et ça rompige complètement. Il aurait peut-être pu aller défendre sans Trae Young. Non, il préfère faire une sieste. Comme le Shaq. L'action va dérouler. Trae Young va se retrouver avec 4 joueurs passés en 2 passes. C'est quand même incroyable sur une action, on rappelle, hein, pour la gagne, à la toute fin du match. Derrière, tu te retrouves avec un grand 2 contre 1. Et alors là, les amis, cette défense tout à fait improbable. Regardez le chrono, 2 secondes 3, un demi-terrain tout à fait ouvert. Un défenseur à la ramasse. J'ai envie d'avoir ton avis rapidement ensuite, mon cher Arthur, là-dessus. La passe, alley-oop, le lay-up. La célébration du Wistiti Trae Young qui va voir le banc des Raptors. Messieurs, j'ai envie de vous dire, belle attaque, mais drôle de défense là-dessus, non? Dramatique. Arthur. Ouais, dramatique. Je pense que c'est une succession de mauvais choix individuels. Ça part. Le dernier défenseur, redis-moi son nom. C'est Anunoby. C'est Anunoby. Ouais, je pense que non, en fait, c'est Koloko. Ouais, ok, il veut surtout aller faire, il veut surtout rattraper la première erreur de Anunoby, et c'est vrai qu'il se présente, je pense qu'il n'a pas trop réfléchi. Non, c'est bien joué en attaque, mais malheureusement ça arrive, et je pense que ce genre de défense-là, ce genre d'incompréhension, ça arrive dans énormément d'attaques, sauf que ça n'a jamais autant de conséquences, et c'est sur ça qu'on crache souvent sur la NBA, peut-être des fois à juste titre, sur la mise en place de défense collective. Là on voit qu'il y a des grosses lacunes, et en l'occurrence ça leur coûte le match, donc pas bravo pour les messieurs de Toronto. C'est parfaitement attaqué, Thomas, tu l'as dit. Moi, je vais quand même analyser défensivement, il n'y a que des erreurs. Si on peut remettre juste en fond la palette, pour moi, déjà, couper triangle comme ils le font là, alors c'est dans l'idée, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, tu dois couper tous les 2 meneurs. Là, avec ce... C'est normal d'être en overplay sur Trae Young. Je comprends, mais derrière, si tu laisses les gens demeurer aussi ouverts, et du coup, en fait, donner de la vitesse. En fait, ils veulent couper... Limite, laisse la balle rentrer à triangle et contrôle-le, plutôt que faire ça et lui donner de la vitesse. Une fois qu'il est lancé comme ça, regarde comme c'est indéfendable. Après, c'est trop dur à être défendu. Koloko, ça c'est Koloko là qui... Il y a non, c'est Anunoby là. Anunoby, je comprends pas ce qu'il fait. Là-dessus, comment il lit pas qu'une fois que sur le défenseur de triangle est battu, je vois pas comment il décroche pas avant. Et puis derrière, c'est la règle qu'on t'apprend en minime. Hein. Le dernier défenseur. Sous le ballon. Mais mon gars, tu ne lâches jamais le dernier défenseur dans ton dos. Ça, c'est clair. Là, donc, du coup, tu te retrouves quand même avec moins de 4 secondes à jouer. Tu perds au buzzer, ça peut arriver, mais tu perds au buzzer en donnant un lay-up d'échauffement. Non, c'est clair, c'est clair. Après, ce que je disais, moi, c'est que, au vu des attitudes des Hawks, c'est exactement ce qu'ils voulaient faire. Moi, en tant que meneur de jeu, la défense sur Trae Young, elle me choque pas. Tu empêches un maximum de. Surtout après un lancer franc, donc c'est pas un temps mort figé. Après un lancer franc où c'est une dernière action, tu vas essayer de la récupérer pour la gagne. Donc d'être en overplay, ça me dérange pas. Le problème, c'est que le gars qui défend sur Dejounte Murray, lui, il est complètement pris de vitesse. C'est Van Vliet, ouais. C'est difficile, hein, bien sûr, de défendre sur un gars qui part du milieu de terrain vers le ballon, surtout quand c'est un athlète comme Murray. Voilà, avec de la vitesse. On n'est pas en train de dire qu'on aurait fait mieux. Je dis juste que les Hawks ont joué parfaitement le coup, parce que quand tu vois les regards des uns et des autres, en fait, c'est exactement ce qu'ils voulaient faire. Vous savez, quand on était plus jeune, ou plus vieux d'ailleurs, quand on s'entraînait sur attaquer sur une zone presse, c'était exactement ça qu'on voulait. Avec une balle dans une aile au tout début, et puis le meneur ou le deuxième arrière qui arrivait en plein milieu, et tu peux pas défendre dessus. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Le problème, c'est que c'est bien attaqué, c'est que c'est défendu comme des U15. Ils se sont fait battre sur toutes les premières attentions. Alors le 2 contre 1 à la fin, c'est... Vaut mieux tirer sur un pied à 3 points plutôt que de donner ce layup, ça c'est évident. Justement, est-ce que finalement, quand il reste 4 secondes, tu es au contact de triangle, mais tu laisses la balle rentrer sur triangle, et donc, ça va être plus compliqué pour lui de prendre de la vitesse. Et moi, je suis persuadé que si tu laisses la balle rentrer sur triangle, mais que tu es avec lui en attitude, que tu l'orientes, tu es plus facile à contrôler que overplay, une fois qu'il s'est barré, là, tu l'as jamais retrouvé. Et que quelque part, tu lui donneras, il prendra certainement un tir, mais ça sera jamais un tir aussi facile que ça. Est-ce qu'on n'est pas d'accord avec ça? Moi, je trouve que dans ces cas-là, laisse rentrer la balle. Laisse rentrer la balle. Parce que tu as raison, tu es en overplay, mais si la balle rentre de l'autre côté, tu es complètement battu, et l'autre, il a les 3/4 du terrain et tu l'as jamais rattrapé. La preuve, hein. La preuve. C'est voilà. clair, t'as raison. Mais tu vois, même le placement de Clint Capella, il est intéressant parce que normalement, les grands leur demandent jamais de venir chercher la balle. Clint Capella, on aurait pu penser à AJ Griffin qui a très bien joué le coup. Il a dit après le match, je me suis caché là-bas dans le corner. Si c'était la Coupe du Monde, il y aurait clairement hors-jeu sur cette action. Mais c'est bien joué. Regardez Clint Capella qui est vachement haut. Du coup, son défenseur, donc Koloko, qui lui aurait pu jouer un peu le rôle au loin dans la raquette pour éviter un lay-up, lui aussi il est battu. Donc tout le monde est battu. Donc j'ai envie de te dire quand même, crédit aux Hawks pour cette dernière action pour aller chercher un panier. On ne cesse de le dire, mais 2, 3, 4 secondes, c'est très long
dans un match de bac. Tu peux faire au moins 1 à 2 passes pour prendre un bon tir. C'est ce qui s'est passé sur cette action. Le triangle, pour retrouver triangle lancé parfait. Par contre, pour ceux les petits qui nous regardent, quand tu es le dernier défenseur sur un 2 contre 1 comme ça, ne laisse pas un défenseur 4 mètres derrière, recule, contrôle, ne va pas te jeter. À l'époque, Paco, il nous disait, ça c'est se faire harakiri. Ouais, et ça m'avait marqué te jeter comme ça, parce que derrière... Voilà, on voulait analyser une action, ça change un petit peu de ce qu'on faisait d'habitude. Donc on verra chaque semaine un petit peu un nouvel angle sur les palettes. On s'est régalé. Bravo Thomas. Ouais, bravo JB. c'est très cool. Bravo mon Jib, toujours le meilleur à la prod. Ah. Oui. C'est le moment. Ok, je suis là. C'est un ouf. C'est un ouf. Ouais, écoute, on verra. J'ai toujours pas révisé, mais on va essayer de faire le taf. Non, Cinq. commence pas avec tes excuses à 2 balles. Là. Le quiz de Tom Servino. Je sais même pas s'il y a des facs en plus. Le quiz de Tom Servino. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz, et Arthur, qui dit quiz, dit revanche, parce que la dernière fois, t'étais bien catastrophique. Le pauvre. Et je sais ce que tu vaux, mon gars. Il va plus revenir. Merci. Et j'ai fait que les trucs que tu connais, normalement. Que des légendes. Michael Jordan, ça part. Donc évidemment, Duke. Il va avoir 15 noms. 15 noms comme d'habitude. Les premiers sont un peu simples, c'est pour vous lancer. D'accord ? Et après, on va monter un peu en gamme. Et puis après, derrière, un petit qui suis-je. Vous êtes prêts ? Allez. On est parti pour lequel fac ? Charles Barkley. Auburn. Auburn. Auburn, 1-0. Nerlens Noel. Kentucky. Kentucky. Kentucky, il est parti là, ouais. Kentucky. 1 partout. Paul Pierce. Kansas. Oh là là, mais qui Voilà, 1 partout, Comme c'était ça. les 3 des chauves, c'est bien, c'est parfait. Muggsy Bogues. Oh, Attends. aucune idée. Non, si. Une grande fac. Maryland, non? Non, Non, une grande j'ai pas. fac. Washington. Wake Forest. Ah ouais. Ok. Ouais. Oh vache. Zach Randolph. Michigan Michigan State. State, putain. C'est parti, Arthur. 2-1. Jeff Green. Georgetown. 2 Oui, partout. oui. Mark Price. Saint John, non? Non, Je sais pas. Non, c'est Chris Mullin. c'est Georgia Tech. Georgia Tech. Et Jeremy Grant. Syracuse. Syracuse, putain. bravo. 3-2. Sean Marion. Arizona. UNLV. Arizona. UNLV. Putain, mais je connais tous, je suis nul à 3-3. chier. Je la haine. Alan Houston. Tennessee. Tennessee, il passe devant. Je l'ai pas. 4-3. Vince Carter. North Carolina. Bah oui. Et moi aussi. 5-3, le break qui est fait. Attention, il reste 4 noms. Kyle Kuzma. Utah. Ouais. c'est Utah, très ça beau, part à 5-4. On lâche rien, mon C'est chaud, futur. c'est chaud. Chris Mullin. Saint John. C'est qui Saint John. Oh, c'est pour moi là, non? Non, Moi, je pense que c'est pour moi. le sport, je le donne à. Non, mais c'est surtout que Pour c'est le moi, hein. suspense. Il a été coach aussi. là-bas après. Tout à fait. Chris Bosh. Georgia. Wake Forest. Georgia. Oh là là, 5. Georgia 5. Tech. Allez. Il en reste plus qu'un. Ce sera Dejounte Murray. Washington. Washington. J'ai la haine. Ah oui. Il a mis du temps. Bravo Erwan. Bravo. Encore un C'est terrible la touchable. fac de passer de Barclay à De Jean Théma. ouais, Dans la tête, c'est. Très Allez, compliqué. vas-y, envoie. Allez, Bravo, j'espère que vous avez encore un peu de jus. Bravo, de ouf. Vous avez du jus pour le qui suis-je? Ah ouais, on est là, vas-y. on est là. Allez. Je suis né le 14 août 1974. Je suis donc plus vieux qu'Erwan, ce qui devient rare pour les qui suis-je. J'ai 48 ans et j'ai quitté les parquets NBA en 2010, après 11 saisons dans la ligue. Meneur de jeu, on ne me voyait pas au moins un grand avenir NBA. Pourtant, je vais arriver à me trouver une place. Mais rentrer dans la grande ligue sera compliqué. Après un cursus complet à la fac de South Florida, où je tournerai quand même à 19 points et 4 passes, je serai drafté... Non, je ne serai pas drafté en 96, c'est ça qui est compliqué. Compliqué d'en vouloir aux autres équipes cette année-là. Je patienterai, j'attendrai mon tour et je jouerai une saison en Europe. Il faudra attendre 99 pour faire mes premiers pas en NBA. Et ce sera du côté du Magic d'Orlando. Je suis de retour en Floride. Mon impact sera immédiat. Armstrong. Non, mon impact Ça sera fait immédiat. 82 matchs J'ai cru. en sortie de banc, plus de 9 points et 3 passes. Je suis prêt à jouer et Doc Rivers me fait confiance. Pour une seule saison par contre, puisque je partirai ensuite à Détroit, Ben Wallace. pour une place dans le 5. Un meneur. On est en 2000-2001. Ah ouais. Je joue 30 minutes de moyenne pour 12 points et 4 passes. Il a des 3 là. Il est à Détroit. Je partage le Les back... jeunes- Des auteurs. Non, je partage putain, le backcourt avec Jerry Stackhouse. Mais l'équipe ne tourne pas bien. Hein, il manque un grand dans la raquette. Ça tombe bien, Clifford Robinson arrive l'été suivant. Et la saison suivante, on se retrouve en demi-finale de conf.
C'est mes premiers playoffs en carrière. Presque 14 points au premier tour face aux Raptors. Ouais. Ce sera plus compliqué contre les Celtics derrière. On se fait sortir 4-1. Mais je me sens bien à Détroit. Après 3 saisons dans la ligue, Ah, je vois suis sa installé. tête, putain. Arrête, Et, Erwan. et là. j'ai déjà 27 ans. Tais-toi, Erwan. Je vais perdre ma place dans le 5 par contre, puisque Chauncey Billups et Rip Hamilton arrivent à l'été 2002. Oh, Je partirai la saison suivante, tradé en milieu de saison pour Mike James. Je ne serai donc pas dans l'épopée du titre à Détroit. Je débarque à Boston pour terminer la saison. Et Diabs? Non. Je joue les 24 matchs avec les Celtics dans le 5. J'inscris toujours mes 12 points de moyenne et 5 passes. Carlos Arroyo. Non, toujours pas. Oh putain, pardon. Saison bah, terminée, je ne reste pas plus longtemps dans le Massachusetts. Je pars me réchauffer en Californie, chez les Lakers. Oui, mais c'est lui. Je joue la Atkins, saison. Chuck Atkins. Chuck Atkins! Bravo! Le meilleur d'un Canada. Ah, c'est la haine, C'est tellement un de temps Atkins. pause. Ah bravo, Ah c'est oui. Atkins de fou, putain, Eh c'est la oui, haine. de son Oh mètre là là 80. là 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 là. Détroit, je le cherche, moi, Ah sa tête. ouais. Sa tête de chicanos, là. Ah Eh ouais, oui. Magic Chuck Pistons, Atkins. Celtics, Lakers. Il fera Wizard et Grizzlies. Il a tellement la haine d'Arthur. Non, tranquille, tranquille. Hein, non, quelle fac. Ah, bravo! Ah ouais, on nous a dominé, là, 100%. j'ai la Oh, haine. putain, oh là là, Bravo. quel fou. On devrait faire ça Tout le temps. tous les Mais jours. oui. Faire que ça, arrêter tout ce qu'on fait là, on va faire Attention, que elle baisse des vues par que des- contre. voilà. Watch out. On se retrouve ce soir 22h 23h sur Brut. On se retrouve lundi pour la libre antenne. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau First Day Show et on se retrouve vendredi 2 prochain décembre sur Twitch. On prise d'antenne vers 20h20 pour le match des Mets 92 face à Fos-sur-Mer avec évidemment Victor Wembanyama, Hugo Besson, tout ça coaché par Vincent Collet, notre ami aussi Laou Konaté. On va se régaler, on sera sur place pour commenter sur la chaîne Twitch First Team et aussi sur le site de la Ligue nationale de basket. Vraiment, on est à de la chance. Soyez avec nous, donnez-nous de la force. Merci Tom, merci Polo, merci Jérémy, merci JB, merci la vie. merci Gibestre, merci Merci. la vie. Ciao l'équipe. Merci.